Alors, j'invite tous les participants à aller chercher le document Session d'information au gestionnaire pour le 9 novembre. Ce que je vais faire, c'est que je vais débuter tout de suite à la page 4, plutôt que de revoir les intentions du document comme on l'avait fait et voir la table des matières. Donc, à la page 4. Ça, c'est la page 3, Marie-Claire. Pas grave. Comme on l'a précisé dans les attentes, je vais tenter de ne pas répéter ce qui est écrit, d'accord? Fait que vous pouvez, si vous voulez, juste prendre des notes dans la marge ou aller réécouter la formation lorsqu'elle sera déposée sur la chaîne YouTube, d'accord? Parce que je ne vais pas lire textuellement le document. Là, j'ai placé toute l'information qui était dans l'ensemble des 3 programmes et qui concernait le rôle des directions d'école et des commissions scolaires dans le contexte du partenariat avec la communauté. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que autant pour le programme Projet personnel d'orientation que pour le programme Sensibilisation à l'entrepreneuriat ou le programme Exploration de la formation professionnelle, l'élève doit être dans l'action, doit être dans un contexte réel d'apprentissage. Le 9 novembre, je l'ai mentionné, ce sont des programmes qui favorisent l'expérimentation dans l'action, l'orientation par l'action. Donc, les élèves, pour découvrir le marché du travail, pour découvrir les formations qui s'offrent à lui, pour être capable de s'orienter lui-même par rapport aux différentes possibilités qu'il a, il ne peut pas être constamment en salle de classe, seul avec lui-même ou seul devant son ordinateur ou seul avec des ressources documentaires. Il faut aussi qu'il puisse aller entrer en contact avec des gens, soit à l'extérieur ou en salle de classe. Donc, je vais parler un petit peu plus précisément maintenant du projet personnel d'orientation et comment ces choses-là peuvent être favorisées. Puis là, ce que vous allez entendre probablement, c'est que vous avez un rôle à jouer dans la mise en application de cette organisation scolaire-là, dans les façons de faciliter les contacts avec la communauté. En projet personnel d'orientation, les élèves peuvent vivre jusqu'à 8 démarches exploratoires dans une année. Donc, ce qui est important, c'est qu'il faut que vous puissiez favoriser, faciliter les sorties de classe des élèves pour qu'ils puissent aller faire, par exemple, un stage d'un jour, un stage d'une demi-journée avec une personne de métier. Ça pourrait être aussi aller faire étudiant d'un jour. Ça pourrait être aller faire une entrevue avec une personne et pouvoir se déplacer à l'extérieur des murs de la classe. Ça pourrait être aussi de faire venir des gens en salle de classe pour parler à un groupe restreint d'élèves qui auraient des intérêts communs. Une pratique gagnante qui a été notée dans des commissions scolaires que j'ai visitées, c'est que parfois, dans l'organisation scolaire, ils ont collé 2 périodes de PPO ensemble. Donc, ça facilite beaucoup les déplacements des élèves sans chambouler toute l'organisation des autres cours. Fait que ça peut être une façon de faire qui peut être profitable. À la page 5, où on parle du personnel des services éducatifs complémentaires et où je parlerai aussi des services éducatifs, je pourrais dire que pour le projet personnel d'orientation, ce qu'on peut favoriser dans un établissement secondaire, c'est une collaboration étroite entre les conseillers d'orientation et les enseignants du PPO. Les CO détiennent d'informations que les enseignants du PPO ne détiennent pas. Ils ont une expertise particulière qui peut être très profitable aux élèves et aux enseignants également. Donc, d'encourager puis de faciliter ces contacts-là peut être une façon de venir enrichir les explorations des élèves. Je dirais que c'est la même chose pour les conseillers pédagogiques. Quand une commission scolaire nomme un conseiller pédagogique porteur du dossier PPO,
on vient là faciliter le travail de l'enseignant. Je sais que des fois, on accorde un très faible pourcentage de tâches à un CP. Et parfois, on n'en accorde pas non plus. Parfois, dans certaines commissions scolaires, il n'y a pas de porteur du dossier pour le PPO en tant que conseiller pédagogique. Ce que je vous dirais, c'est que c'est complexe de mettre en œuvre le PPO. L'enseignant n'a pas de formation initiale, je l'ai dit le 9 novembre. Il fait face à un programme dans lequel il doit guider les élèves dans une variété de ressources qu'il ne connaît pas toujours, hein, et dans une salle de classe qui est très riche, que, par exemple des ordinateurs, de la documentation, etc. Le soutien d'un conseiller pédagogique qui maîtrise bien toutes les pratiques à mettre en place peut vraiment venir faciliter le travail de l'enseignant. Fait que c'est là, quand je nomme ces choses-là, c'est là que vous pouvez voir le rôle des directions d'école, le rôle des commissions scolaires pour favoriser les apprentissages des élèves, pour les rendre en projet personnel d'orientation. Je suis toujours à la page 5. Au milieu, on parle aussi des parents, de la famille, de la communauté. Les parents des élèves qui vivent le PPO ne connaissent pas le PPO. Ils ne l'ont pas vécu, c'est un nouveau programme du renouveau pédagogique. Donc, ça serait important que les directions d'école fassent connaître le projet personnel d'orientation auprès des parents des élèves. Parfois, il y a certains parents qui vont avoir l'expertise nécessaire pour accompagner leurs enfants dans leur démarche exploratoire qu'ils vivent à l'école. Ils vont venir l'enrichir. Parfois, on peut trouver au sein des parents même des partenaires qui vont permettre peut-être certaines visites d'entreprise ou qui vont pouvoir venir parler aux élèves du PPO de, de leur métier ou de leur profession. Ça pourrait même de servir des parents pour créer un bottin, un répertoire de métiers et de professions dans lesquels les élèves pourraient aller puiser. Donc, vous voyez que c'est de privilégier le contact humain des élèves avec des gens qui pourraient venir influencer ou enrichir leur compréhension du marché du travail. Fait que c'est pour ça que les commissions scolaires puis les directions d'école peuvent jouer un rôle dans la structure organisationnelle. L'enseignant, après ça, prend en charge une bonne partie de ces éléments-là, mais si on l'encourage puis on le facilite, c'est beaucoup plus facile pour l'enseignant. Il y a aussi, évidemment, on, on peut mettre en contact les élèves avec des conseillers en information scolaire et professionnelle dans l'école. On peut se tourner vers des personnes issues du marché du travail. Et on peut aussi euh, informer les autres enseignants de l'école que les élèves vivent le projet personnel d'orientation. Il y a plusieurs enseignants dans un établissement secondaire qui vont faire vivre des activités d'approche orientante aux élèves. Par exemple, un prof de français pourrait inviter un auteur à venir parler aux élèves. Et s'il sait qu'il y a des élèves en projet personnel d'orientation qui s'intéressent à, par exemple, à la littérature, peut-être que cette visite-là, qui ne se fait pas dans la salle de classe PPO, va quand même pouvoir venir enrichir, en tout cas, puis apporter de l'eau au moulin à la réflexion que l'élève fait dans sa démarche exploratoire en PPO. Fait que si les enseignants des autres disciplines sont informés que les élèves du PPO vivent des démarches exploratoires, puis qu'ils sont en quête d'informations sur des métiers puis des formations, et qu'ils se questionnent par rapport à ça, ben, dans leur discours, puis dans les activités qu'ils vont pouvoir faire vivre aux élèves, ils vont pouvoir influencer euh, la démarche exploratoire des élèves. Je suis rendue là à la page 6 et je vais vous parler du programme de sensibilisation à l'entrepreneuriat. Il est un peu différent du PPO parce que c'est beaucoup le monde de l'entrepreneuriat, le monde de l'entreprise, les entrepreneurs et beaucoup la communauté de l'école et celle qui est à l'extérieur, à proximité de l'école. Le point de départ des projets entrepreneuriaux, des expériences puis des activités partent dans la communauté. Encore une fois, comme je l'ai dit tantôt, pour que l'élève comprenne toute l'ampleur du monde de l'entrepreneuriat, il ne peut pas rester toute seule dans sa salle de classe puis réaliser un projet à l'intérieur de la salle de classe. Ça serait quelque chose de très fictif.
On veut que l'élève se mette en action, qu'il commence à faire des pas dans la communauté, qu'il commence à développer son esprit d'entreprendre, et on veut qu'il entre en contact avec des gens qui vont venir influencer sa compréhension du monde de l'entrepreneuriat. Encore une fois, je vous dirais que l'école a un rôle à jouer dans les partenariats que les élèves peuvent avoir avec les gens de la communauté. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a plusieurs personnes à l'extérieur de l'école qui pourraient venir enrichir les projets et les expériences des élèves. Il y a des entreprises qui pourraient accueillir les élèves. Il y a un entrepreneur qui pourrait venir en salle de classe parler de son expérience à lui. Mais ça, pour ça, il faut créer des ponts entre l'école et la communauté. Et des fois, l'enseignant n'a pas toujours l'expertise pour le faire. Des fois, il a l'intérêt de le faire parce que quand vous avez fait en tant que direction d'école le choix d'un enseignant qui va enseigner sensibilisation à l'entrepreneuriat, vous avez dénoté chez cette personne-là souvent le désir de vouloir collaborer, le désir de vouloir guider les élèves dans leur découverte du monde de l'entrepreneuriat, mais l'enseignant, je le répète encore, il n'y a pas de formation initiale en sensibilisation à l'entrepreneuriat, il a besoin d'aide. Donc, que de favoriser la collaboration avec les gens à l'extérieur de l'école, ça peut n'être qu'un plus pour les enseignants et les élèves. Hier, j'ai animé un atelier auprès des agents de sensibilisation à l'entrepreneuriat jeunesse. Je vous en parlais lors de la rencontre du 9 novembre, je les ai appelés les ASEJ. Les agents de sensibilisation à l'entrepreneuriat jeunesse sont payés par le secrétariat à la jeunesse et ils œuvrent au sein des carrefours jeunesse emploi. Ce qu'ils m'ont dit, c'est on a de la difficulté à rentrer dans les écoles secondaires. On a de la difficulté à aller offrir notre aide aux enseignants parce que eux, ce qu'ils peuvent offrir, d'accord, c'est pas de venir remplacer l'enseignant en salle de classe, et ça a été bien dit, mais c'est d'offrir du soutien pour l'enseignement de certains concepts ou de certaines notions du programme de sensibilisation à l'entrepreneuriat. Eux, ils maîtrisent bien des notions d'offre et de demande, par exemple, de prise de risque. Ils connaissent les types d'organisations commerciales, etc. Et ils peuvent donner un coup de main aux enseignants, encore faut-il les accueillir à l'école. Favoriser, par exemple, les échanges entre un enseignant et un ASEJ. Donc, c'est une possibilité de collaboration avec le monde extérieur. C'en est une. C'est pas nécessairement celle qu'on doit privilégier parce que peut-être que vous avez d'autres modèles que vous avez mis en place qui pourraient être tout autant satisfaisants, mais je vous donnais cet exemple-là pour être un peu plus concrète. Je suis rendue à la page 7 où on parle du rôle concret des directions d'établissement dans la mise en place du programme de sensibilisation à l'entrepreneuriat. Ce qui est écrit là, c'est que vous avez un rôle très important à jouer. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, évidemment, ça commence avec le choix que vous faites de l'enseignant de sensibilisation qui va enseigner ce programme-là aux élèves. Ensuite, c'est important d'assurer la formation du personnel enseignant, de faciliter sa collaboration avec les gens de la communauté et de faciliter aussi les sorties de classe des élèves. Ça peut être aussi d'encourager les élèves à prendre des risques puis à commencer à prendre contact avec les gens à l'extérieur de l'école. Les élèves de sensibilisation à l'entrepreneuriat, c'est des élèves qui vont bouger beaucoup, qui vont sortir des murs de la classe. Puis, en tant que directeur d'école, ça peut être que d'encadrer ces sorties-là avec l'enseignant, puis de s'assurer que tout se déroule correctement, puis que ça vient enrichir, dans le fond, les projets entrepreneuriaux des élèves. Je dirais même qu'en tant que direction d'établissement, vous pourriez même être invité, parce que ça s'est fait, je l'ai entendu dire, qu'un directeur avait été invité en classe pour parler euh, de la lecture qu'il faisait de la communauté de l'école. C'est quoi les besoins qui pourraient être répondus dans l'école? Parce que quand je parle de communauté, dans le cadre du programme de sensibilisation, c'est la communauté extérieure de l'école, mais c'est aussi l'école. L'école est une communauté en tant que telle. Puis des fois, ça peut être le point de départ en début d'année de la réalisation de petits projets. Donc, le directeur d'école, c'est la personne tout indiquée pour venir parler aux élèves de sa lecture
de l'école, comment ça se déroule. Vous pourriez même influencer les élèves parce que les directions d'école, ce sont des intrapreneurs. Ce sont des gens qui ont des qualités entrepreneuriales de leader, de collaborateur, qui ont de la créativité, etc. Et votre profil de gestionnaire pourrait venir aussi enrichir la représentation qu'ont les élèves des intrapreneurs dans un établissement. Enfin, je vais vous parler du programme d'exploration de la formation professionnelle qui est à la page 7 du document. À la page 7 du document, on a mis des éléments d'Explo de l'AFP qui, en dernier. Parce que dans le fond, ce qu'il faut retenir, c'est que j'avais beaucoup d'informations à vous donner et des ressources utiles pour vous à consulter, puis je vais vous les expliquer, sont un petit peu plus loin dans le document. Pour que l'élève puisse explorer l'ensemble des secteurs de la formation professionnelle, il faut qu'il puisse aller en centre de formation professionnelle. Il faut que les centres de formation professionnelle puissent aussi venir en salle de classe, offrir peut-être des activités aux élèves. Il faut qu'ils puissent les accueillir pour des stages d'un jour, etc. Donc, l'enseignant, il est apte à se déplacer avec son groupe classe pour aller en centre de formation. Il peut accepter que l'élève aille faire un stage d'un jour. Il peut appeler un centre pour dire j'aurais besoin de faire telle activité avec mes élèves. Est-ce que vous pourriez vous pourriez venir pour faire expérimenter telle ou telle fonction de travail aux élèves? Mais en même temps, l'enseignant, il n'a pas le leadership nécessaire pour mettre en place des ponts entre le secteur jeune et le secteur de la formation professionnelle. Il a besoin de la direction d'école pour assumer ce leadership-là. C'est complexe de mettre en place le programme Expo de l'AFP pour venir s'assurer que l'élève vit une variété d'exploration, puis qu'il vienne vraiment, concrètement, avoir une idée réelle de ce que c'est un centre de formation professionnelle et de ce que ça peut offrir comme possibilité d'emploi quand on sort, par exemple, d'un secteur suite à une formation. Le ministère a produit en 2008 un guide pour favoriser l'implantation du programme d'exploration de la formation professionnelle. Et là, je vous amène à la fin de la page 9. J'ai sauté quelques lignes parce que je vois le temps dérouler un petit peu. Alors, défiler plutôt. Je déroule mes pages, je défile le temps. À la page 9, le ministère a créé un guide que je vous invite vraiment à consulter, qui vous donne les encadrements nécessaires ou des balises à respecter pour mettre en place des ponts entre le secteur jeune puis le secteur de la formation professionnelle. Entre autres, dans ce guide-là, on propose qu'un comité soit formé d'un représentant des services éducatifs, d'un représentant de la formation professionnelle, d'un directeur d'école secondaire, d'un directeur de centre ou même d'une personne qui s'occupe de l'approche orientante dans l'école secondaire ou dans le centre de formation, puis qui puissent venir ensemble trouver des moyens d'enrichir les explorations des élèves. Ça pourrait être, par exemple, par la création d'un bottin d'activités qui fait en sorte que les enseignants vont pouvoir obtenir toute l'information, toutes les expérimentations possibles. Tout serait mis en place pour que lorsque l'enseignant arrive en septembre, il puisse naviguer aisément puis proposer des activités variées à ses élèves. Mais il faut que ce comité-là ait été mis en place avant la mise en œuvre du programme d'exploration de la formation professionnelle. Donc, si on souhaite offrir Explo l'année prochaine, on devrait s'y prendre quelques mois à l'avance pour créer ces premiers pas-là de collaboration pour venir enrichir les explorations des élèves. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a un guide à consulter. Il est disponible sur le Service national du récit à la page 9. En bas, vous allez le voir. Il y a également à la page 10 un lien vers une présentation PowerPoint qui est commentée par l'ancienne responsable de programme qui vous parle de l'implantation du programme d'Explo de l'AFP. Et Marie-Claire Roy, qui est notre technicienne aujourd'hui, elle travaille aussi dans l'équipe à monter des vidéos
qui ont été tournés l'année passée puis l'année précédente, qui démontrent des pratiques gagnantes de démarchage. On appelle le démarchage tout ce qui est fait préalablement à la mise en place du programme d'exploration de la formation professionnelle. Et il y a une vidéo présentement qui est accessible pour vous. Elle est déposée sur la chaîne YouTube du Récit, du Service national du Récit, et elle donne un exemple de pratique gagnante d'une d'une façon de faire qui a été réalisée par les 5 commissions scolaires de l'île de Montréal, les 3 francophones et les 2 anglophones, pour mettre en place une structure organisationnelle qui va faciliter l'exploration des élèves vers la formation professionnelle. Je vous dis tout de suite, d'autres vidéos sont en production présentement. Il y en aura un autre sur l'implantation du programme Explo. Il va y en avoir un autre sur le démarchage. Il va y en avoir une sur la gestion de classe en PPO, entre autres. À chaque fois que ces vidéos-là vont être disponibles, on va vous envoyer un courriel pour vous inviter à aller consulter la vidéo. Fait que tout ça, ce sont des ressources qui vont vous être utiles, que vous allez pouvoir conserver comme des traces pour mettre en place ces programmes-là. Ce que je voudrais que vous reteniez de ce que j'ai dit rapidement concernant le partenariat avec la communauté et le rôle des directions d'école et des commissions scolaires, je pense que ce qui peut être fait, c'est de nommer un conseiller pédagogique porteur du dossier PPO, exploration de la formation professionnelle ou sensibilisation à l'entrepreneuriat. On peut informer les conseillers d'orientation que ces programmes-là seront offerts dans l'école ou sont offerts dans l'école et du rôle qu'ils peuvent avoir auprès des enseignants et d'encourager la collaboration. On peut informer les parents. On doit créer des ponts entre la formation professionnelle et le secteur jeune. On se doit aussi, avant la mise en œuvre du programme de sensibilisation, ou même PPO et Explo, de, de peut-être répertorier des personnes ressources dans la communauté qui peuvent venir enrichir les explorations des élèves. Et enfin, s'assurer d'offrir à chacun des enseignants de la formation sur les programmes. Parce que je crois que quand tu arrives comme enseignant au début, tu es très démuni. Il y a beau avoir une communauté, on a quand même mis en place des formations en ligne qui peuvent être très utiles pour les enseignants. Je vais poursuivre rapidement avec les projets pédagogiques particuliers. Les projets pédagogiques particuliers, dans le fond, c'est une classe d'élèves qui est âgée plus ou moins de 15 ans, qui est ensemble, puis on veut favoriser leur passage vers la formation professionnelle. Donc, dans ce projet pédagogique particulier-là, on offre de façon obligatoire le programme Exploration de la formation professionnelle. Et je dirais que le programme Explo de l'AFP, c'est même la trame de fond du projet pédagogique particulier. On veut que les élèves puissent, à travers ce programme-là ou ce projet-là, oui, venir découvrir les 21 secteurs de la formation professionnelle. On veut qu'ils puissent vivre des explorations riches, mais on peut même aller parfois un peu plus loin. On peut leur permettre de réaliser plusieurs stages en centre de formation professionnelle. On pourrait même un petit peu allonger le temps du programme, passer, parce qu'on est obligé d'offrir le programme à 4 unités, mais on pourrait étirer un peu la sauce jusqu'à 150 heures plutôt que 100 heures pour permettre aux élèves d'aller vraiment mettre les pieds en centre de formation professionnelle. On pourrait même leur permettre, si le centre de formation professionnelle est arrimé avec le secteur jeune, leur permettre de faire certaines compétences en FP vers un programme qui les intéresse réellement ou qui voudrait explorer davantage. Donc, le programme Explo de l'AFP, c'est la trame de fond des projets pédagogiques particuliers, puis on est obligé de les offrir. Ce qui se distingue, par contre, c'est le programme de sensibilisation à l'entrepreneuriat. On n'est pas obligé d'offrir le programme de sensibilisation à l'entrepreneuriat. Par contre, si on l'offre, je vais vous donner les raisons qui justifient qu'on pourrait offrir le programme de sensibilisation à ces élèves-là et comment ça peut se concrétiser dans la réalité. Le programme SE, je vous le rappelle,
Il permet à l'élève de développer des qualités entrepreneuriales. Ces qualités entrepreneuriales-là, qui sont le sens de l'effort, le sens du leadership, la créativité, l'autonomie, etc., sont des qualités qu'on veut voir apparaître chez tout travailleur, qu'il soit entrepreneur ou non. Donc, les élèves qui ont 15 ans, qui vont entrer en AFP l'année suivante souvent, puis qui vont aller sur le marché du travail rapidement, on voudrait faire en sorte qu'ils aient acquis ou développé des qualités entrepreneuriales. On voudrait aussi qu'ils puissent commencer à jouer un rôle actif dans la communauté. Et on voudrait aussi que ces élèves-là puissent envisager aussi la possibilité, quand ils vont aller en formation professionnelle, de ressortir de la formation professionnelle puis de vouloir se partir en affaires. Donc, il y a tous ces avantages-là à pouvoir offrir le programme de sensibilisation à ces élèves-là, puis comment ça peut se concrétiser. Tantôt, j'ai dit que le programme Explo, c'est la trame de fond des projets pédagogiques particuliers. Le programme de français qui est offert à ces élèves-là pourrait même être attaché au monde de la formation professionnelle. Des liens entre les apprentissages du français et l'exploration de l'AFP peuvent être aisément faits. Mais c'est la même chose pour le programme de sensibilisation à l'entrepreneuriat. Quand on fait vivre le programme de sensibilisation, on lui donne un peu la couleur de l'exploration de la formation professionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que lorsqu'un élève va vivre le programme de sensibilisation, puis qu'il va réaliser un projet entrepreneurial, ce qu'on pourrait privilégier chez l'élève, c'est que lors de la réalisation de son projet, on puisse l'encourager à aller se donner une représentation beaucoup plus large du monde de l'AFP. Donc, s'il a, par exemple, des étagères à réaliser dans le cadre de son projet pour satisfaire, par exemple, un besoin de la communauté ou de l'école primaire d'à côté, ben, il pourrait aller se renseigner auprès d'un ébéniste qui deviendrait, par exemple, lui donner des, de l'information sur son métier, puis lui donner, par exemple, des moyens de réaliser ses étagères. Donc, il est en contact avec le monde de la formation professionnelle de cette façon-là. Ça pourrait être aussi d'aller faire un stage, parce que dans les projets pédagogiques particuliers, le programme SE peut aussi permettre d'aller faire des stages. Puis les stages pourraient se réaliser dans le monde de l'entrepreneuriat, mais rattachés au monde de la formation professionnelle. Donc, d'aller faire un stage chez une coiffeuse qui détient son propre salon de coiffure. Aller faire un stage auprès d'un horticulteur, qui est une personne de métier, mais qui est travailleur autonome. Donc, vous voyez, essayez de toujours faire en sorte que l'élève élargisse sa compréhension du monde de la formation professionnelle, même à travers le programme de sensibilisation à l'entrepreneuriat, puis l'aider à voir que quand il va sortir en FP, là, l'élève, il aura la chance aussi de se partir en affaires. S'il sort en plomberie, par exemple, il pourrait devenir euh, à son compte. La coiffeuse, la même chose, oui, cuisinier, etc. Donc, les possibilités d'entrepreneuriat sont possibles également en centre de formation professionnelle grâce à une formation en centre de formation. Ce qu'il faut retenir peut-être aussi, c'est que les enseignants des projets pédagogiques, ce sont des enseignants d'adaptation scolaire. Tout comme les autres enseignants du secondaire, ils n'ont pas la formation appropriée pour le programme de sensibilisation puis le programme d'exploration de la formation professionnelle. Je pense que c'est important de mettre en place une organisation scolaire qui va favoriser un soutien aux enseignants. Comme je l'ai dit précédemment, c'est un peu la même chose, puis peut-être que c'est encore un peu plus grand pour les enseignants d'adaptation scolaire. À la fin du document, en annexe, il y a 2 fiches complémentaires qui donnent encore des informations peut-être autant détaillées sur la mise en place de ces 2 programmes-là, comment ils peuvent se concrétiser dans les projets pédagogiques particuliers. À quoi ressemble un élève du projet personnel d'orientation quand il sort en juin? Qu'est-ce que ça a eu comme incidence sur son parcours? Euh, L'élève du projet pédagogique du projet personnel d'orientation, ce qu'il a comme plus,
qu'un élève qui ne l'a pas suivi. C'est beaucoup rattaché aux intentions du programme, dans le fond, que je vous ai parlé le 9 novembre. L'élève qui sort en juin a vraiment une meilleure représentation. Il a vraiment une meilleure représentation du marché du travail. Il a vraiment une meilleure idée de ce qu'il aime puis de ce qu'il veut faire. Il, il est capable de trouver les ressources à l'extérieur de l'école et à l'intérieur de l'école pour trouver des réponses à ces questions. Parce que vous vous souvenez, le projet personnel d'orientation, la plus grande intention, c'était d'apprendre à s'orienter. L'élève qui sort du PPO, généralement, va être habilité à pouvoir le faire. Et ça va probablement avoir influencé ses choix en quatrième, en cinquième secondaire, mais également peut-être son choix de parcours scolaire. Est-ce qu'il va aller en FP, en technique ou à l'université? Il va avoir éclairci son choix. Je vais fermer mon micro 2 secondes. Je vais boire une gorgée d'eau. J'ai très soif. Ça sera pas long. Ah, c'est pas réussi. Donc, je sais qu'il est 11 heures. On doit procéder rapidement. Mais ce qu'il faut retenir du PPO, c'est que dans le fond, l'élève, là, il a appris à s'orienter. Il sait sont où les ressources, il sait quelle stratégie utiliser, et quand il aura, par exemple, un processus de réorientation de carrière à faire, il va être beaucoup plus habilité à le faire qu'un élève qui n'aura pas vécu le PPO. Il va comprendre le marché du travail, les ressources qui s'offrent à lui, etc. En sensibilisation à l'entrepreneuriat, l'idée, c'est qu'il va être capable de savoir, moi là, est-ce que je veux m'investir, puis sortir de l'école, puis d'aller sur le marché du travail, puis de m'investir en tant qu'entrepreneur ou travailleur autonome ou intrapreneur, par exemple. L'élève de sensibilisation à l'entrepreneuriat en juin, là, il va être capable d'avoir une représentation juste de son profil entrepreneurial, puis de savoir si c'est ça qu'il veut faire ou non. Tandis qu'un élève qui ne s'est pas questionné par rapport à ça pourrait pas peut-être avoir de réponse à cette question-là. Donc, ça lui a fait envisager la possibilité d'intégrer le marché du travail en tant qu'entrepreneur, puis il est capable de se positionner. Il connaît le monde de l'entrepreneuriat, il sait ce que ça lui offre, il connaît les défis rattachés à ça. Il- donc, il a une bonne idée de son profil entrepreneurial. En exploration de la formation professionnelle, je dirais que oui, c'est sûr que l'élève connaît les 21 secteurs de la FP, mais en même temps, lui aussi, il sait s'il a le goût de poursuivre sa formation ou pas. Puis il a une idée très, très juste de ce que ça peut lui offrir, puis de où ça peut l'amener. Qui n'est pas obligé à la fin de juin de dire oui, je m'en vais en formation professionnelle, mais s'il n'y va pas, il sait pourquoi il n'y va pas, puis il sait pourquoi il a fait un autre choix. Il a eu une année scolaire complète dans sa grille horaire pour être capable de faire ces explorations-là. Alors, je suis rendue à la fin du document, page 15 où on parle des ressources utiles. Euh, c'est encore évidemment les 3 programmes de formation déposés sur le site du ministère. Il y a toujours le guide d'implantation pour le programme Explo, la vidéo qu'on a produite sur YouTube et la présentation PowerPoint commentée. Je ne suis pas allée répéter toutes les informations qu'il y avait dans le premier document, je me suis concentrée sur les sujets qu'on avait aujourd'hui. Concernant la formation, le soutien et l'accompagnement 2011-2012 à la page 16, il y a évidemment les 3 formations en ligne. Sensibilisation à l'entrepreneuriat, je vous ai dit qu'elle serait disponible rapidement en novembre. Elle sera rapidement, ben je dis rapidement là, elle est presque terminée. On est à la toute fin de la formation. Aussitôt qu'elle est disponible, je vous envoie un courriel pour vous en informer. On sera présent au colloque de la CISEP le 22 mars prochain. On va offrir un atelier ministériel sur les 3 programmes. PPO, Explo et SE, où on va vous donner les dernières informations. Ça s'adresse aux conseillers d'orientation, aux conseillers en information scolaire, aux CP et aux enseignants. Et il y a toujours l'offre de formation pour soutenir l'utilisation d'un dossier d'apprentissage et d'évaluation en salle de classe. Elle a lieu présentement, mais à la fin de l'année, le 31 mai, il y a une dernière journée de formation en virtuel pour ceux qui n'auraient pas participé
à l'accompagnement cette année et qui voudraient peut-être mettre en place un dossier l'an prochain. Donc, il y a un retour sur l'année qui est fait. On en retire les bénéfices de cet accompagnement-là, puis on invite les gens qui y souhaiteraient à le mettre en place l'an prochain à assister à cette journée-là le 31 mai. Il y a déjà plusieurs personnes qui se sont inscrites. Il reste des places. Vous allez pouvoir vous y inscrire sur le site des offres de formation du ministère parce que l'offre va être redéposée très prochainement. Mais entre-temps, vous pouvez aller consulter l'adresse qu'on vous a mise sur le site du récit qui donne le descriptif de l'offre de formation. Et ça s'adresse aux conseillers pédagogiques, aux animateurs récits locaux et aux enseignants ressources. Évidemment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à l'annexe du document, il y a les 2 fiches d'information complémentaires. Il y en a une sur le programme Exploration de la formation professionnelle et une plus détaillée sur le programme de sensibilisation à l'entrepreneuriat qui donne la tangente, l'angle à prendre pour mettre en place sensibilisation dans les projets pédagogiques particuliers 15 ans.